Bonsoir, Benoît Mouratiol. Merci de nous rejoindre à nouveau sur ce podcast, hein. Je vous avais interviewé Bon, il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, sur votre rapport, enfin le rapport de Laser, votre association à Laser, sur le Yémen. oui, Et oui, donc voilà, donc aujourd'hui il y a une autre catastrophe évidemment au Moyen-Orient qui se passe en Palestine. Et voilà, donc on va en parler un petit peu. Vous allez nous donner votre regard à vous et puis à votre association sur ce qui se passe. Et ben, juste pour rappel, hein, parce que le Laser, c'est une toute petite association mais qui fait beaucoup de travail. En tout cas, moi, je suis adhérent et très fier d'en être adhérent et je continuerai à être adhérent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ben, qui est Laser et ce qu'elle fait, ce qu'elle produit? d'accord. Alors, ASER, c'est donc Action Sécurité Éthique Républicaine. C'est une ONG qui a été créée en 2011 avec des anciens officiers de police et qui s'occupe de la question de la prévention des graves violations de droits de l'homme. Également sur l'usage des armes et du recours à la force. Et ça concerne du coup plutôt la force publique dans les pays auxquels je dirais, on s'occupe. Et puis, particulièrement la France, et puis également, bien entendu, la question du respect du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les conflits, et le lien avec les transferts d'armes, et en l'occurrence les transferts d'armes du gouvernement français, parce que c'est là où aujourd'hui on peut avoir une action. Très bien, en tout cas, oui, donc j'invite tout un chacun à aller visiter le site de Laser. Donc c'est Aser, donc aser-asso.org, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, je mettrai une copie d'écran. Et puis, ouais, donc à adhérer à l'association, bon, ça coûte pas très cher et ça vous permet voilà, de produire des rapports, etc., des choses très intéressantes. Je dis oui, c'est important parce que ça nous permet de faire notre travail, quoi. Mais, Oui, bah oui, comme tu l'as voilà. dit, on est une petite ONG, mais ça compte. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, oui, il faut toujours des moyens, évidemment. Mais bon, le budget de laser est extrêmement petit. Donc, voilà, toute contribution sera sûrement très, très utile. Bon, voilà, c'est sûrement mieux que de contribuer à des très, très grosses ONG qui produisent peut-être moins que vous, au final. Et surtout qui Bon, paient des gros salaires et qui, bon, voilà, malheureusement, exact. certaines d'entre elles qui ont Voilà, un peu perdu leur âme. exact. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu vos travaux au niveau de l'ONU? Parce qu'on va pas mal parler de ça. En fait, vous participez à pas mal Alors, de réunions au niveau de l'ONU. au niveau des assurances, alors d'abord, euh, j'étais engagé sur la question du respect des droits de l'homme dans les transferts d'armes lorsque j'étais à Amnesty International responsable de ces questions-là. Et en tant que responsable de cette question à Amnesty International France, j'ai participé aux discussions quand AZER a été créé. J'ai participé aux négociations, cette fois-ci au nom d'Action Sécurité Éthique Républicaine. Donc, je dirais que depuis 1998, c'est un long engagement sur cette question, et ça permet de voir, de comprendre un peu mieux quels sont à la fois les enjeux diplomatiques de relations internationales et également les enjeux économiques, même si nous ne sommes pas spécialisés dans les questions économiques, mais comme dans les droits de l'homme, il y a bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a les droits, il n'y a pas de hiérarchie dans les droits de l'homme. Eh bien, on a été amené à travailler sur toute la palette des conventions, et il y en a plus de 100 dans le monde qui concernent directement ou indirectement les droits de l'homme. D'accord. Et justement, donc, dans le contexte un peu de oui, de cette situation en Palestine, alors qui est en même temps, donc, enfin, le 7 octobre,
c'était, comment dire, ben, la résistance palestinienne qui est allée récupérer le territoire de la Palestine, en tout cas une partie, et en tout cas c'était une tentative. Et bien sûr, ça a donné lieu à une réponse voilà, qui malheureusement n'est pas surprenante pour quiconque connaît les pratiques d'Israël depuis sa création. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont quand même très, très déçus par la réponse de l'ONU, la non-réponse, on pourrait même dire, de l'ONU. Et puis aussi, on pourrait dire la complicité des États occidentaux. Bon, comme par hasard, c'est les États qui sont anciennement coloniaux, impériaux, qui sont toujours au moins un petit peu. Alors les États-Unis, bien sûr, c'est l'empire du moment. Comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses? Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair? Pourquoi est-ce que l'ONU se comporte ainsi? Est-ce que c'est lié à la gouvernance? Hein, on sait tous que à l'ONU, parce qu'il est vraiment important, ce qui a vraiment du pouvoir, c'est le Conseil de sécurité. Euh, et le Conseil de sécurité, ben, il a 5 membres permanents, dont trois, donc les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui sont donc les anciens, voire actuels empires et puissances coloniales, qui sont, voilà, donc c'est les membres permanents, donc ils ont quand même un pouvoir assez extraordinaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau de l'ONU? Que peut faire l'ONU? Qu'aurait peut-être dû faire l'ONU? Et puis, oui, est-ce que comment dire, les déceptions, déceptions de différentes personnes vis-à-vis de l'ONU sont justifiées? Alors oui, juste avant de répondre à cette question, donc vous avez mentionné le fait que le 7 octobre, le Hamas a été dans un acte de résistance. Nous, on n'emploie pas du tout le mot terrorisme, hein. Le mot terrorisme n'a aucune validité sur le plan du droit international. Par contre, il y a bien un acte de terrorisme. Ce n'est pas, pour nous, on n'épilogue pas sur la façon si le Hamas ou pas est un groupe terroriste. Par contre, on dénonce pour le 7 octobre un acte de terrorisme. Et, la question, bien sûr, sur la question des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sur l'action du Hamas se pose. Et je pense que quand des juristes pourront y travailler comme j'espère qu'ils pourront y travailler aussi sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et ce risque de génocide sur Gaza. Euh, pour la question des Nations Unies, c'était, comme vous l'avez mentionné, beaucoup d'États coloniaux qui étaient partis. Je crois qu'il n'y avait que 36 États qui représentaient à ce moment-là les Nations Unies, et que de par la suite, et que dans ce contexte-là, 5 pays ont eu le statut de membre permanent du Conseil de sécurité, et en plus de cela, avec un droit de veto. Donc, dès la création de l'ONU, en fait, il y avait un vice de forme qui donnait un pouvoir exorbitant à 3 pays occidentaux, donc les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et à 2 pays qui, eux, ne s'inscrivaient pas dans cette dimension occidentale. Donc, ce déséquilibre du Conseil de sécurité vient principalement du droit de veto de ces 5 pays membres permanents. Maintenant, sur la question proprement dite d'Israël, les États-Unis ont presque systématiquement opposé leur droit de veto aux résolutions qui étaient posées par par un pays membre du Conseil de sécurité. Les 5 membres, il y a 5 membres, et puis il y en a 15 autres, je crois, qui sont, eux, élus de façon, je crois que c'est tous les ans ou quelque chose comme ça. En tout cas, les États-Unis, je dis presque systématiquement, parce qu'il y a eu des situations où les États-Unis se sont abstenus. Mais il y a cette inconditionnalité de la part du gouvernement états-unien dans le soutien au gouvernement israélien, quel qu'il soit,
Et on l'a vu même avec Obama, hein. On savait qu'Obama avait des relations très très compliquées avec Netanyahou, que Obama avait demandé que l'arrêt des colonies et que le gouvernement israélien ne s'est jamais arrêté de mettre en place son plan de colonie alors qu'elles sont considérées comme illégales. Elles sont considérées comme illégales au niveau des Nations Unies. Parce que au niveau des Nations Unies, il y a une décision qui peut être prise au sein du Conseil de sécurité, mais s'il ne passe pas parce qu'il y a un droit de veto d'un des pays donc membres permanents, eh bien la résolution peut être posée en Assemblée générale. Et en Assemblée générale, à ce moment-là, en général, sur la question palestinienne, les résolutions sont adoptées à la majorité. Après, donc, enfin, une des sources un peu de frustration de beaucoup de pays et puis de beaucoup de personnes vis-à-vis de l'ONU, c'est le fait qu'Israël est en violation de, je ne sais plus si c'est 40 résolutions de l'ONU, dans beaucoup de résolutions du Conseil de sécurité même. Alors, comment est-ce qu'Israël arrive à s'en sortir en fait, hein? C'est un peu ça la question, depuis si longtemps d'ailleurs Israël s'en aussi. sort avec la question avec le veto des États-Unis. Et ainsi, quand un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne veut pas qu'on s'occupe d'une situation, par exemple la France avec le Sahel, alors bien sûr il y a des négociations, la France est bien moins puissante, et puis la puissance de la France est en train de dégringoler depuis une dizaine d'années, et dégringole d'ailleurs assez. Alors, il y a une accélération parce qu'on a des gouvernements qui sont absolument incompétents là-dessus, mais elle dégringole aussi parce que les autres pays du Sud montent, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, mais oui, la force d'une résolution, vous voyez bien qu'une résolution qui est engagée contre le Burundi, elle est appliquée, elle peut être appliquée très vite. Et voilà. Donc, on est sur du rapport de force sur les relations internationales. Et c'est ce rapport de force-là qu'il faut euh, euh, recréer aux Nations Unies et enfin recréer. Il faut créer. Il y a il y a un projet de refondation des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, les participants permanents du Conseil de sécurité. Siège, le Japon, je crois, demande un siège aussi, enfin le Nigeria peut-être pour l'Afrique, mais de notre point de vue, enfin c'est pas notre spécialité, nous, Action Sécurité Républicaine, mais bien entendu, il n'y a pas de membre permanent et il ne peut pas y avoir de membre permanent et surtout ne pas y avoir de droit de veto. Oui, alors, autre question, au niveau de l'Aser, comment est-ce que vous voyez la situation évoluer à partir de là? Il se passe, alors à un moment donné, on avait l'Ukraine, donc il n'y avait plus que l'Ukraine, en tout cas pour les médias occidentaux, alors qu'en Palestine, on continuait de tuer des civils, dont des enfants. Il y avait pendant ce temps-là la République démocratique du Congo, où depuis 1998 et plus de 6 millions de morts. La guerre continue de façon épisodique, mais elle continue. Il y a la situation également au Darfour, au Soudan du Sud, la Libye, le Sahel, j'en ai parlé. Après, il y a des situations qui sont plus circonscrites, mais qui posent des problèmes. Ce qui se passe en Haïti est absolument terrible. Dans certains lieux des Philippines, dans certaines régions des Philippines, en Inde aussi, dans certaines régions indiennes. Bon, alors bien sûr, il y a l'histoire des Ouïghours. Bon, enfin, voilà. Il faut aussi considérer que tout ne se passe pas en Europe ou au Moyen-Orient. Alors nous, c'est vrai que vous l'avez cité tout à l'heure, on est intervenu sur le Yémen pour dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. On avait fait une action juridique pour demander la suspension vers l'Arabie Saoudite qui a été un échec, enfin demi-échec, hein. Il y a eu une reconnaissance par le tribunal administratif de Paris de la compétence des juges pour donner leurs opinions, enfin donner un jugement, mais le Conseil d'État a tout balayé au mois de janvier dernier. Néanmoins, c'est quelque chose qui a porté, puisque aujourd'hui les juges en France au tribunal administratif ont suivi cette affaire et sont plus compétents aujourd'hui
pour pouvoir y répondre. Et vis-à-vis d'Israël, nous discutons en ce moment au sein d'Azer pour faire la même démarche. Alors, bien sûr, on fait ça avec toujours notre avocat, Matteo Bonaglia, qui avait fait un travail formidable concernant la situation au Yémen. Donc, maintenant, il faut savoir quelle est la meilleure forme d'intervention sur le plan juridique pour être le plus efficace possible et surtout pour pouvoir obtenir la suspension des livraisons. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est de suspendre toutes les livraisons en direction d'Israël. Alors, certains nous interrogent en disant, mais vous ne demandez pas la suspension en direction du Hamas. Il est bien évident que le gouvernement français, à notre connaissance, parce qu'on a vu que le gouvernement français avait exporté des armements à la Russie qui servent en Ukraine, à notre connaissance, n'a pas exporté de matériel au Hamas. Mais bien entendu, dans nos communiqués de presse, on demande la suspension des exportations d'armes aux deux parties, à toutes les parties d'ailleurs, au conflit, soit à Gaza, en Cisjordanie ou à Israël. Oui, alors en termes justement d'utilisation d'armes, on a vu voilà, de façon claire, et puis je crois qu'il y a plein d'organisations qui ont enquêté, qui ont confirmé qu'Israël utilise des bombes au phosphore blanc, et qui sont interdites dans leur utilisation contre des civils. Alors quelles sont les actions qui sont possibles euh, envers Israël? Est-ce que c'est quelque chose qui est versé au titre des dossiers à la CPI, donc pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité éventuellement? Ou comment est-ce que c'est traité? Comment est-ce que c'est géré ça au niveau de l'ONU? Alors, oui, bon, d'abord, il y a au moins, je crois, deux ONG qui ont dénoncé, au moins à ma connaissance, hein, mais Amnesty International et puis Human Rights Watch, sur l'utilisation du phosphore blanc, des bombes au phosphore blanc, qui ne sont pas interdites dans la guerre, mais qui sont interdites dans les zones civiles. Or, tout Gaza est une zone civile. Donc, euh, il y a là encore une preuve de grave violation du droit international humanitaire. Eh bien, je pense qu'il y a deux options. Il y a à la fois la question de la responsabilité des États dans le fait d'aider ou d'assister un autre État à un acte illégal. Donc, en l'occurrence, l'armée israélienne commet un acte illégal en utilisant les bombes au phosphore blanc dans des zones civiles. Donc, de notre point de vue, il y a une possible action au sein de la Cour internationale de justice sur le droit international public et sur le droit international pénal, comme vous l'avez noté, il y a la Cour pénale internationale. Donc, mais on voit bien que bon, la justice, on a parlé tout à l'heure des Nations Unies, la justice, elle est aussi faite de rapports de force. Donc, quels seront les rapports de force pour permettre à la Cour pénale internationale de faire véritablement son travail? Ça va être très intéressant de le voir. On a vu pour le Yémen, on a fait une étude comparative sur la question les groupes d'experts, pardon, et le mandat des groupes d'experts, la différence qu'il y avait pour les Nations Unies, donc, entre le conflit en Syrie, le conflit au Yémen et le conflit en Ukraine. On a bien vu que le traitement n'était absolument pas le même pour les Nations Unies. Donc, pour la Cour pénale internationale, on voit que les mêmes déséquilibres se manifestent. Hein, quand on voit que Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale, mais que M. Blair ne l'est pas, que M. Macron ne l'est pas parce qu'il pourrait l'être pour la question du Yémen, M. Bush ne l'est pas. Enfin voilà, on est sur du rapport de force. Et de ce point de vue-là, ce qui est extrêmement dommageable, c'est que jusqu'à 2010, on avait une ONG des droits de l'homme. Quand je dis droits de l'homme, hein, c'est avec un H majuscule,
on n'emploie pas le droits humains parce que c'est un adjectif et que voilà, mais bien homme ou qui signifie mâle et femelle. Et donc, on n'a plus d'ONG qui était capable de mobiliser sur un drame comme ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza, comme il se passe au Yémen, comme il se passe en République démocratique du Congo. Donc là, il faut créer c'est vraiment les opinions publiques qui peuvent renverser la table en ce moment. Et, et voilà, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors, est-ce que c'est le signe de... vous savez, on dit toujours la Renaissance, c'est pas la Renaissance qui est important, c'est ce qui se passe avant la Renaissance. Donc, peut-être qu'en ce moment, justement, il se passe et beaucoup d'espoir. Moi, j'ai énormément d'espoir dans les pays du Sud qui ont une jeunesse absolument incroyable et d'un courage extraordinaire pour inventer quelque chose et faire en sorte que ce genre de scandale ne se répète pas. C'est-à-dire que si la justice doit se faire, on devrait pouvoir voir les responsables du Hamas, les responsables israéliens, les responsables du gouvernement français, du gouvernement états-unien, du gouvernement britannique, enfin tous les pays qui ont participé, qui ont aidé ou assisté l'État d'Israël à commettre ces crimes de guerre, ces graves violations des droits de l'homme et possibles crimes contre l'humanité. Il y a sur la question du génocide, et qui est un mot extrêmement sensible, auquel, bien entendu, il faut surtout pas banaliser, qu'il faut surtout pas banaliser. Nous avons parlé de risque de génocide dans nos communiqués de presse, dans notre dernier communiqué de presse, pardon, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir parlé de risque de génocide, notamment un membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a démissionné pour justement dénoncer l'apathie des Nations Unies et sa difficulté justement à qualifier de génocide la situation qui se passait en Gaza. Et puis il y a également les nombreuses déclarations des politiques israéliens qui, en tout cas pour Il suggère une intention, quoi. l'ancienne ministre de la propagande, qui est membre du Likoud, Madame Galit Erderalian, je ne suis pas sûr du nom de famille, qui dit qu'il faut erase all Gaza. Et là, c'est effectivement une parole génocidaire, parce que donc il faut éliminer tout Gaza, et Gaza, c'est aussi des êtres humains, voilà, c'est une vie, ce sont des bâtiments, et voilà. Donc ça, c'est avec le temps qu'on pourra vraiment faire ce travail-là. Mais est-ce que la pression de l'opinion publique, des opinions publiques sera suffisante pour qu'un véritable travail de justice se fasse? Ça, aujourd'hui, c'est difficile à dire. Alors, en termes euh, de suite donc des événements, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées à la Cour pénale internationale, notamment contre des dirigeants israéliens qui ont, comment dire, à travers leurs différentes annonces, enfin, on dit des choses qui pourraient interpréter comme étant une intention génocidaire, hein, donc pour certaines. Je sais que certaines demandes ont été acceptées, donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même certains critères minimaux qui ont été acceptés. Alors, à votre avis, est-ce que ça va aboutir à une évolution de l'ONU, de la CPI? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, le contrôle des puissances occidentales, il est extrêmement fort. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps, les États-Unis avaient carrément menacé la procureure de la CPI qui avait l'intention de poursuivre des anciens présidents états-uniens. Donc on voit bien quand même que c'est un système extrêmement fragile.
est-ce qu'il y a quand même est-ce que l'espoir vient seulement en fait des pays du Sud parce que les pays du Nord, même si on ne va pas tous les mettre dans le même panier, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que vraiment il y a très peu d'espoir à attendre d'une réforme de ces pays du Nord, notamment, surtout spécialement les puissances coloniales, impériales, anciennes ou présentes? Je pense que tout ça, enfin, j'ai pas de réponse, mais dans un temps moyen, c'est pas un temps court, pas dans un temps court en tout cas. Euh, oui, je parlais des opinions publiques des pays du Sud parce que les pays du Sud sont en train de prendre de plus en plus d'importance. Dans le livre que j'avais écrit raconter justement toute cette histoire, comment s'était fait ce traité, traité sur le commerce des armes aux Nations Unies. Euh, je disais, je notais que, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les délégués africains, et, il y avait un délégué la dernière semaine des négociations de 2012, de juillet 2012, il me disait, au début du processus, on était là à courir après le délégué états-unien, le délégué français, le délégué chinois ou russe, et maintenant c'est eux qui nous courent après. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, et ce quelque chose ne va pas revenir en arrière. Donc là, c'est quand même quelque chose. C'est intéressant parce que si les délégués des pays africains ont dû bouger, c'est aussi parce que leurs opinions publiques les ont obligés à bouger. Comme pour le gouvernement français, ça a été la même chose. Et comme pour le gouvernement états-unien, ça a été la même chose. Donc il y a quelque chose qui se fait. Et il y a quelque chose qui se fait également, bien sûr, dans les pays du Nord. Mais on va pas. Quand je parle beaucoup des pays du Sud, c'est parce que, d'abord, au niveau de la population, les pays du Nord, c'est 10% de la population mondiale. Donc, voilà, on est un tout petit, on est un confetti. Et dans ce sens-là, si tout d'un coup, les opinions publiques des pays du Nord continuent d'avoir une prépondérance dans les choses de l'ONU, ce serait reporter ce que font d'ailleurs les ONG du Nord. Hein. Les ONG du Nord se prennent pour les rois les rois de la planète. Donc voilà, ça c'est une chose. Bien sûr, il se passe il y a des résistances qui s'organisent, on l'a vu avec les manifestations, et puis aussi avec les syndicats belges qui ont refusé de charger des armes vers Israël, également des syndicats britanniques et aux États-Unis. Italien aussi. Et en France, la CGT réfléchit sur ces questions-là. Hein. Regardez une interview de Lewandowski de Thales, CGT Thales, dans l'Humanité d'aujourd'hui, qui de ce point de vue-là bon, est très significatif. Donc ça, voilà, c'est des choses qui donnent de l'énergie, de l'espoir. Euh, bon, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux juste noter ça. Je note aussi que sur cette inconditionnalité de la défense du gouvernement israélien et des actes de la défense du gouvernement israélien, de l'illégalité de ces actes, eh bien, Biden, qui était sur l'inconditionnalité, là, maintenant, il est quand même tensé dans son propre pays. Macron, bien sûr, l'est aussi. Premier ministre britannique également. Je crois que à Londres, il y a eu la plus grande manifestation depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'elle était plus importante que même celle qui était contre la guerre en Irak de 2003. Donc ça veut dire que les choses bougent, mais le temps, c'est ce temps-là qui nous échappe complètement. Mais il y a quelque chose, oui, qui est une lame de fond, comme pour les révolutions arabes. Les gens, de mon point de vue, ont jugé les révolutions arabes terminées, mais non, on ne peut pas dire que c'est terminé même 20 ans après. On voit ce qui se passe en Iran. Euh, donc, euh, donc voilà, et, on peut observer et essayer de déceler les signes faibles de ce qui pourra se passer, mais voilà, c'est l'espoir qui en tout cas nous permet de tenir et de continuer notre travail, notre combat.